Colonel Olivier Rafovitz, Boker Tov. Bokero. Alors, lorsque nous sommes parlé hier, nous avions décidé de parler un peu de la situation politique en Israël, qui est, on peut le dire, préoccupante et un peu inhabituelle, mais on peut dire que la situation sécuritaire nous a rattrapés avec le tir d'un missile hier soir en direction de la localité de Sderot, qui a frappé la yeshiva de Sderot, fort heureusement sans faire de blessés, mais on a à nouveau franchi un nouveau palier dans cette confrontation entre Israël et le Hamas. Est-ce que, à votre avis, c'était quelque chose on devait s'attendre à ce type de réaction, ou alors c'est encore une fois une des factions palestiniennes qui a doublé le Hamas en tirant un missile en direction de Sderot? Écoutez, c'est pas tellement important qui a tiré de Gaza. Ce qui est important et grave, c'est qu'un missile a été tiré de Gaza et qui a touché Sderot, un bâtiment de plein fouet de la yeshiva. Il n'y a pas eu de victime, mais le but était de tuer des Israéliens. Et cette situation était déjà intolérable. Aujourd'hui, elle est encore plus intolérable qu'auparavant. Et Israël ne va pas continuer à accepter une telle situation. Alors, je sais que on dirait un peu du déjà vu, du déjà entendu, mais je suis convaincu que les décideurs, que ce soit durant cette campagne électorale qui vient de commencer, ou après les élections, vont devoir faire un grand ménage dans la bande de Gaza, ce qui veut dire l'annihilation, la destruction du Hamas. Alors justement, le cas de figure, on avait déjà assisté à un tel cas de figure lors de la précédente campagne électorale, des attaques du Hamas en direction du territoire israélien. Et le Hamas semble considérer que pendant la campagne électorale, Binyamin Netanyahou fera tout pour ne pas envenimer cette tension. Est-ce que parfois, on ne peut pas les faire mentir d'une certaine manière et leur faire les surprendre en réagissant de manière plus massive? Écoutez, il n'y a pas de loi écrite ni de loi tout court qui dit que si on est attaqué durant une campagne électorale, on attend les élections pour réagir. Netanyahou, depuis des années maintenant, essaye de gérer cette situation, de faire comme on dit en anglais, du conflict management, de la gestion de crise pour éviter de ce côté de faire une grande opération. Mais je crois encore une fois que à droite, au centre et même à gauche d'ailleurs, ils ont entendu, il y a presque un consensus pour lancer une opération massive de grande envergure, même si elle a des répercussions dans différents domaines. Vous dites une opération terrestre à l'intérieur de la bande de Gaza? Une opération terrestre. C'est la seule solution. Écoutez, on était tous hésitants à chaque fois, mais on ne peut pas continuer. Vous savez, hier j'ai reçu des informations, des documents sur ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, mais le Hamas se prend en photo dans des tunnels. La jeunesse du Hamas, ils sont très jeunes, ces membres de la branche armée du Hamas, ces terroristes. Eux, ils veulent en découdre avec Israël. Il y a une volonté de faire la guerre à Israël. À un moment donné, ce bouillonnement de violence et de haine du Hamas, qui est soutenu, ne l'oublions pas, par l'Iran, c'est l'Iran qui est derrière tout ça, n'est-ce pas, va aboutir à un conflit, et Israël ne peut pas continuer à chaque fois à penser que ce ne sont pas des terroristes, mais ce sont quelques éléments liés à des groupuscules qui font ce qui se passe. Je crois que le Hamas, aujourd'hui, est arrivé pour nous dans une situation où il n'y a pas d'autre issue que l'annihilation, la destruction du régime du Hamas. Et ceux qui disent, mais alors qui le remplacera, qu'est-ce qu'il y aura après? Cette considération aujourd'hui n'est même plus à point de considération. Non, il y a aussi la position de Netanyahou qui semble dire tout simplement, qui semble préférer un Hamas à petit feu plutôt qu'une autorité palestinienne qui aurait la souveraineté à la fois sur une partie de la Cisjordanie et à la fois dans la bande de Gaza. Mais ça, c'est à la condition que Gaza n'attaque pas Israël. Mais on ne peut pas faire abstraction de ce missile hier. Vous savez, hier, c'était encore une fois un miracle. Il aurait pu tuer des étudiants de la yeshiva. Et là, c'était une autre situation.
Le missile aurait pu toucher aussi, je sais pas, une maison et tuer une famille. Khalila, je veux dire, nous sommes à chaque fois dans une situation de kimat, de presque. Et c'est pas avec une situation de presque qu'on va gérer l'avenir d'Israël. Des milliers de familles israéliennes dans le Hotef-Aza, dans les habitations, les villages autour de Gaza et bien au-delà, bien sûr, sont sous les menaces du Hamas. Et cette situation, elle est intolérable. Elle est intolérable, les champs qui brûlent, tous les jours des champs qui brûlent. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et là, aujourd'hui, on parle peut-être d'un retour des marches violentes le long de la frontière. Oui. Mais tout ça, encore une fois, est orchestré par l'Iran. Mais pour nous, face au Hamas, qui continue à crier mort à Israël, mort aux Juifs, la situation, elle est intolérable. Alors, lorsque vous dites, et ça peut peut-être nous conduire vers notre discussion plus sur de l'analyse politique, lorsque vous dites il faut rentrer dans la bande de Gaza, il faut annihiler le Hamas, c'est en fait indirectement, si je ne m'abuse, le message qu'a voulu faire passer Avigdor Lieberman et la raison de sa démission le 11 novembre dernier, lorsqu'il a quitté le gouvernement en claquant la porte. Est-ce que finalement, au lieu de s'occuper de ce qui se passe dans l'enrôlement des élèves des yeshivot, d'avoir provoqué d'une certaine manière les élections sur ce ticket de l'enrôlement des élèves des instituts talmudiques, eh bien, Avigdor Lieberman n'aurait peut-être pas pu faire pression sur Binyamin Netanyahou pour changer sa politique dans la bande de Gaza. Ça n'aurait pas été plus judicieux à votre avis? Il y a 2-3 questions dans votre question. D'abord, il a fait pression. Il a fait pression puisqu'il a tenté des décisions qui n'ont pas été acceptées par le Premier ministre. Il a même parlé aussi, ou laissé entendre, qu'il avait voulu lancer aussi des opérations ciblées contre les chefs du Hamas, et ces opérations ciblées n'ont pas été acceptées par le Premier ministre. Maintenant, lui, s'est dès le départ opposé catégoriquement au transfert de valises de millions de dollars du Qatar pour, entre guillemets, payer pour ce qu'on appelle la mafia du Hamas, qui demande de l'argent pour ne pas tirer. Et il a dit, c'est donner de l'argent, et avec les valises qui vont être transférées au Hamas, ou malgré ces valises, ils vont continuer à tirer, et demanderont plus d'argent encore, comme vraiment des gangsters. Mais ça n'a pas été la condition sine qua non pour Avigdor Lieberman d'une entrée dans le gouvernement. Ça, à condition, on l'a vu, c'était de s'en prendre aux élèves des yeshivot. Pourquoi finalement a-t-il choisi ce cheval de bataille plutôt que le cheval de bataille de la sécurité d'Israël, qu'il avait une occasion peut-être, le mercredi, il y a 2 semaines, lorsque la Knesset s'est dissous, de dire je veux la défense de l'État d'Israël et je pense que ça passe par une annihilation du Hamas. C'est ma condition pour rentrer dans le gouvernement. Non, d'abord, c'était une de ces conditions, mais ce n'était pas la seule. Mais si on parle de la sécurité d'Israël, Daniel, la sécurité d'Israël, elle est fondée sur une chose d'abord et avant tout première. C'est le fait que l'État d'Israël soit un État fort, un État uni, un État réuni, un État où il y a un partage des tâches face aux considérations militaires et sécuritaires. Ce que dit Lieberman, encore une fois, il ne dit pas qu'il est contre les religieux, absolument pas. Lui-même habite Nogdi, mais sa femme est orthodoxe, et le village dans lequel il habite, en Judée-Samarie, est un village où vivent des ultra-religieux, des religieux simplement, et sionistes, et des moines religieux. Ce qu'il dit, c'est que pour que l'État d'Israël soit fort, et continue à l'être dans l'avenir, et c'est presque un précepte de la Torah, il faut éviter les dissensions, il faut éviter le piloug, les divisions au sein de Ham Israël. Alors, vous allez me dire, mais il n'est pas rabbin. Non, il n'est pas rabbin, mais il est un des leaders d'Israël aujourd'hui. Pas le premier, mais un des leaders d'Israël. Et il ressent, comme d'autres israéliens, même dans le Likoud, des disparités, des dissensions que nous voyons aussi aujourd'hui de manière dramatique et grave au sein de la droite religieuse israélienne. Vous voyez ces guerres de mots avec beaucoup de haine et beaucoup de mots très graves qui sont prononcés les uns contre les autres
alors que nous sommes tous, vous le dites vous-même, face à des problématiques sécuritaires très graves. Mais pour la première fois peut-être, c'est ça je pense qui est nouveau aujourd'hui, c'est que pour la première fois en Israël, les problématiques sociétales, sociales et surtout l'avenir d'Israël au niveau, quel avenir, quel Israël nous voulons nous juifs en Israël, pour nos enfants demain, est posé sur la table. Et lorsqu'on parle des demandes de Lieberman sur le fait que des élèves, hommes, garçons, dans le secteur orthodoxe, servent dans l'armée, c'est une question également pour l'avenir. C'est si demain, par exemple, il y avait en Israël, non pas 15, mais 30% d'élèves dans les yeshivot, qui peut être une possibilité. Oui. Alors, ça veut dire que le poids de la sécurité et de Tzahal serait seulement que pour les autres. Et si demain ils sont 50%, pourquoi ils ne sont pas israéliens à 100%? Nous savons bien que l'armée est peut-être pas... Bon, mais enfin, c'est un autre débat, que l'armée israélienne n'est peut-être pas aussi intéressée à enrôler plus d'élèves de yeshivot que ça. Daniel, c'est une question importante, vous savez, c'est une question importante. Mais elle est peut-être importante, mais on le voit, la sécurité d'Israël revient, même si les dossiers sociaux, vous le dites, sont plus présents dans la campagne électorale, eh bien, on voit bien que l'aspect sécuritaire s'invite à chaque fois dans la campagne électorale, et il est omniprésent dans la campagne électorale, et on le voit aujourd'hui actuellement, et on ne veut pas l'espérer bien entendu, mais il est probable qu'au cours des 90 jours qui restent jusqu'aux élections, il y aura encore des confrontations avec le Hamas, et finalement il n'y a pas de solution. On se trouve sur le plan sécuritaire dans une situation d'impasse. Il y a des solutions, mais qui demandent des décisions, et pour qu'il y ait des décisions, il faut qu'il y ait un gouvernement fort, avec un Premier ministre fort. Vous imaginez un cas de figure, Olivier, ne serait-ce qu'un cas de figure où au lendemain du 17 septembre, Avigdor Lieberman et son parti qui obtiennent, on va dire, selon les sondages d'aujourd'hui, entre 8 et 10 mandats, qui reviennent et qui, à nouveau, exigent, qui sont, on va dire, d'une certaine manière, le parti qui permettrait de faire basculer d'un côté ou de l'autre le gouvernement, et qui exige à nouveau certaines exigences en direction de Binyamin Netanyahou. On se retrouverait dans un cas de figure comme il y a 2 semaines, dans une impasse. Combien de temps ce genre de situation peut durer, à votre avis, sans que les Israéliens n'en aient ras-le-bol de ce qui se passe actuellement dans la vie politique? Écoutez, vous posez une question compliquée, parce que effectivement, nous faisons face en fait depuis des années à une hésitation du Premier ministre par rapport au Hamas. Hésitation qui certainement peut peser avec beaucoup de considération de la part de Netanyahou, mais elle n'est plus aujourd'hui adaptée à la situation. Les Israéliens en ont assez que le Hamas frappe l'État d'Israël, attaque des villes comme Sderot, comme hier soir, sans qu'il y ait une véritable décision prise, sans qu'il y ait véritablement une vision pour l'avenir, et sans qu'il y ait aussi le fait qu'Israël donne de l'argent via le Qatar pour que le Hamas cesse d'attaquer Israël. Tout ça réuni, les gens en ont assez. Et ça peut être effectivement un des éléments, si vous voulez, qui va peser lourd dans cette campagne électorale, qui d'ailleurs, comme vous l'avez dit, peut très bien, durant cette campagne, connaître aussi une opération militaire de grande envergure. Rien ni personne n'interdit à Tzahal de frapper quelqu'un ou quelque chose s'il y a besoin, même durant une campagne électorale. Mais Netanyahou est-il capable de prendre des décisions? Est-ce qu'il veut prendre des décisions? Est-ce qu'il a les reins solides? Et on a vu aujourd'hui un Netanyahou plus hésitant. Alors, une dernière question, Olivier. Il nous reste 1 minute, vraiment, avant la revue de la presse. Oui. Quelle est la position, parce qu'on connaît la position des différents acteurs politiques, mais quelle est la position de l'armée, de Tzahal, dans cette affaire? Est-ce qu'elle est favorable à une entrée massive pour annihiler le Hamas, ou alors est-ce qu'elle aussi, elle tempère? Je préfère ne pas répondre à votre question sur les ondes. Ce que je peux vous dire, c'est que l'armée israélienne doit préparer à chaque fois, selon la demande de l'échelon politique, différentes options. Et de manière générale, l'armée, en fin de compte, donnera son feu vert
selon la décision politique qui est votée par le cabinet de défense de l'État d'Israël. Mais effectivement, il n'y a pas, si vous voulez, de volonté plus guerrière venant de Tsahal que de la part de certains ministres ou de certains députés. Je ne voudrais pas trop développer sur cette question. Eh bien, Olivier Rafovitz, colonel Olivier Rafovitz, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir discuté et dialogué avec nous et de la situation sécuritaire, également de la situation politique et sociale de l'État d'Israël en cette période trouble et troublée, on peut le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Daniel.